Salut à tous, Jérôme pour WeAreFPV. Dans le premier épisode de cette série axée sur le tuning, on a vu beaucoup de choses importantes, mais on n'a rien tuné. Aujourd'hui, on va se rattraper en poussant notre tune dans ses retranchements. Notre objectif va vraiment être d'atteindre un tune aussi parfait que possible, du moins en théorie et en se basant sur des éléments mesurables. On va réduire drastiquement le filtrage, on va monter fortement les PID et on va identifier les outils à notre disposition pour se rapprocher d'un tune techniquement aussi bon que possible. Et du coup, on va commencer par enrichir notre première définition d'un bon tune, mais surtout ne vous enflammez pas, on y reviendra dans le troisième épisode pour y apporter pas mal de nuances. Alors qu'est-ce qu'un bon tune? C'est une question qui peut faire couler beaucoup d'encre. Dans le premier épisode, on était resté assez vague en disant ça. Pour le moment, on se contentera de dire qu'un bon tune fera en sorte que notre drone fasse correctement ce qu'on lui demande via nos sticks. Et on détaillera, puis on nuancera cette première définition dans les deux prochaines vidéos. On va garder les nuances pour la troisième vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux détails. Donc cette première définition, aussi simplette soit-elle, résumait pourtant parfaitement le rôle du tune. D'un point de vue purement pragmatique, plus le tune sera bon et plus les mouvements du quad colleront aux entrées et sur les 4 axes des sticks de notre radio. Avec un bon tune, le délai entre le déplacement d'un stick et son effet sur le quad sera réduit au minimum et le mouvement du quad correspondra exactement à ce qui est demandé via les sticks sans dépassement de consigne. Bref, un bon tune dans l'absolu fournira le meilleur tracking possible en faisant faire au quad exactement ce qu'on lui demande. C'est aussi simple que ça. À titre d'exemple, ça veut dire qu'avec un bon tune, notre drone ne devrait pas vibrer. Par contre, si nos doigts eux tremblent, alors le quad oscillera de la même façon car ce sont des mouvements que l'on demande via nos sticks même s'ils sont involontaires. Et si pour des raisons X ou Y, on a besoin d'assouplir ce tune pour répondre à d'autres besoins, on va rentrer dans une zone plus subjective et ça, on se le garde pour le prochain épisode. Aujourd'hui, on optimise le tune de manière absolue. La semaine prochaine, on se posera la question de l'optimisation pour nos besoins et des compromis qui vont avec. Pour illustrer chacun de nos ajustements et visualiser concrètement leur effet, on se basera sur un mouvement très simple, une demi-rotation sur l'axe du roll, sur un mouvement de stick très sec et je vous mettrai en surimpression quelques exemples pour que ce soit bien clair. Vu qu'on va regarder pas mal de black box, ça permettra d'avoir un point de repère assez facile à comprendre. Donc dans la black box, ça ressemblera à ça. On va chercher de l'activité au niveau du roll. Donc moi c'est ma première ligne. Voilà, on a 2 coups de roll. Donc là, hein, typiquement, ce qui se passe, là on a le premier demi-tour de roll qui met le drone la tête en bas. Et après on a le deuxième demi-tour qui le remet à l'endroit. On va zoomer, on va se mettre uniquement sur le roll pour mieux voir. Donc là, à ce niveau-là, on regardera d'autres workspace plus tard au long de la vidéo, mais là principalement, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir le set point, le gyro non filtré en rouge et le gyro après filtrage en vert. Comme toujours, la consigne, elle est en degrés par seconde, c'est une vitesse angulaire. Donc là, on voit que au début, nos sticks, on peut se mettre dessus pour voir l'animation des sticks. Là, on va pousser le roll à droite très vite pour tourner à fond, on va se mettre au max. Arrivé au max, on va maintenir la vitesse max de rotation. Et ensuite, on va relâcher ici au bout le stick pour revenir au centre. Et voilà. Et là, le quad est censé s'arrêter, être revenu à plat. Enfin, à plat, peu importe. Mais en tout cas, il est censé s'être arrêté de tourner. Et ensuite, on fait notre deuxième demi-tour pour se remettre à plat. Hein, vu que le premier, on s'est mis la tête en bas. Et le deuxième, on se remet à l'endroit. C'est pareil, on refait un demi-tour. Voilà, on va s'intéresser à ça et on va se caler. On va prendre le deuxième par exemple. On va positionner le marqueur au début ici du set point quand la vitesse de rotation est stabilisée à la consigne. Donc là, moi, mes rates sont à 1000 degrés par seconde. Hein. Donc là, on arrive à 1000 degrés par seconde. Voilà, on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Et pour bien voir tous les petits défauts, on va carrément zoomer à 500%. Voilà, comme ça nous permettra de mieux voir et de se pencher sur différents détails à ce niveau-là. Nos efforts aujourd'hui vont se concentrer sur 3 objectifs. Le premier, ça va être de rapprocher autant que possible la courbe verte, donc le signal gyro filtré, de la courbe rouge, donc le signal gyro non filtré. L'écart entre les deux, hein, ça correspond au délai qui est rajouté par notre filtrage. Donc pour réussir à faire ça, on va simplement optimiser notre filtrage.
Le second objectif, ça va être de faire en sorte que le signal gyro ne dépasse pas la consigne, donc que la vitesse de rotation du quad sur un axe ne dépasse pas celle qu'on a commandée via nos sticks, et ça on va le faire grâce au PID. Et enfin, le troisième objectif, ça va être de rapprocher autant que possible les courbes gyro de notre consigne, donc de notre set point, pour qu'il y ait le minimum justement de délai entre ce qu'on demande via les sticks et ce qui se passe réellement au niveau du quad. Donc ça, on va le faire grâce au PID et grâce au feed forward. On a déjà expliqué dans d'autres vidéos comment tuner une machine étape par étape, comment utiliser la black box et comment fonctionnent les PID et les filtres. Donc aujourd'hui, on n'entrera pas trop dans tous ces détails, mais vous retrouverez tous les liens utiles dans la description sous la vidéo. Avant d'attaquer le tune en lui-même, je prends quelques instants pour revenir sur deux points importants qui sont les paramètres de base de la boucle PID. Le premier, le lien radio. Alors on pourrait en parler pendant une heure tant ce sujet peut devenir vite complexe, mais je vais essayer d'y passer seulement 3 ou 4 minutes. Alors c'est la base de tout, le quad va devoir suivre la consigne fournie via les sticks et transportée par le lien radio. Plus ce lien est rapide et plus la position des sticks sera mise à jour fréquemment. Avec un packet rate de 50 Hz, la position des sticks sera rafraîchie toutes les 20 millisecondes. Avec un packet rate de 150 Hz, elle sera rafraîchie toutes les 7 millisecondes. Et avec un packet rate de 500 Hz, on tombe à 2 millisecondes. Quand on sait que le filtrage du signal gyro ajoute en moyenne 3 à 4 millisecondes de délai, on voit l'importance du packet rate pour éviter d'accumuler trop de délai. Donc 150 Hz, c'est un bon minimum pour rester optimal de ce côté. Dans le cas du quad que l'on va tuner aujourd'hui, je suis en ELRS avec un packet rate à 500 Hz. Alors c'est un packet rate moi qui me convient très bien sur tous mes spots de freestyle et même en bandeau avec une puissance de 100 mW. J'ai jamais eu de fail-safe. Le passage à 1000 Hz n'en vaut pas spécialement la peine. Alors je suis même pas sûr que les gimbals permettent un refresh rate supérieur à 500 Hz côté radio, et de toute façon le gain serait pratiquement négligeable. Et pour info, même en longue graine, j'ai pas de souci à 4 km avec un packet rate à 250 Hz et une puissance à 250 mW à l'étranger évidemment. Donc sur nos drones, on peut quand même se permettre des packet rates assez élevés. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, j'ai commencé par appliquer le preset ELRS 500 Hz. Ça sera utile notamment pour l'utilisation du feed forward, on y reviendra tout à l'heure. Et dans Betaflight, j'avais positionné la valeur du RC Smoothing Auto Factor à 30, donc le facteur automatique en français. Ici, je l'ai positionné sur une valeur de 30. Ce paramètre permet d'ajuster la force du filtre PT3 qui sera appliqué au signal radio, pour rappel, donc qui se trouve dans l'onglet récepteur de Betaflight Configurator. Les paquets du signal radio arrivant à intervalles réguliers, la courbe du signal radio brut affiche toujours un effet d'escalier. Donc le but du RC Smoothing, c'est de lisser cet effet d'escalier pour obtenir une consigne ou un set point qui est aussi lisse que possible. Il faut donc suffisamment de lissage pour que les paliers disparaissent, mais il faut quand même en mettre le minimum pour éviter d'introduire trop de délai au niveau des sticks. Juste pour illustrer ça, on repasse rapidement sur la même black box qu'on a vu il y a un instant, et on va passer sur la vue des RC commandes. Donc on va se mettre en grand encore une fois sur le roll. Donc sur cette vue, on voit deux choses. En rouge, on voit le signal RC commande, donc c'est le signal radio brut tel qu'il arrive au niveau du firmware. Donc là, on retrouve bien l'effet des paliers. Donc moi, je suis en 500 Hz. Donc du coup, on voit les petits paquets qui arrivent, chacun leur tour, et à chaque fois, ça modifie voilà, la valeur demandée. Et la deuxième courbe en rouge, c'est le set point. Donc c'est du coup la consigne qui correspond à ce qu'on a reçu en entrée. Alors si le set point n'est pas incurvé de la même façon que le RC commande, tout simplement que le RC commande c'est vraiment la position des sticks, alors que pour le calcul du set point, on y intègre aussi nos rates. Donc c'est pour ça qu'il y a cet effet un peu parabolique ici. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que notre set point est complètement lissé par rapport à ce qu'on a eu en entrée, et c'est ça qui est vraiment important, c'est d'avoir une consigne qui est bien clean. La valeur de 30 que j'ai utilisée au niveau du RC Smoothing, c'est celle qui est recommandée par la race, donc du coup ça rajoute très peu de délai tout en assurant un signal qui reste relativement propre. Vous pouvez éventuellement l'abaisser encore un petit peu en vérifiant dans la black box que le set point reste pas trop aliasé. Donc c'est-à-dire qu'il n'affiche pas d'effet d'escalier. Mais attention, cette valeur, si vous l'abaissez trop, le set point va intégrer l'aliasing du signal radio et le transmettre à la boucle PID. Et ça, c'est d'autant plus flagrant que le packet rate est lent. Et du coup, les variations des moteurs se feront plus par palier au lieu de se faire de manière plus fluide et plus lissée. Du coup, ça se verra probablement pas en côté vidéo, mais ça créera un petit peu de chauffe-moteur inutile. On peut jeter un coup d'œil à un exemple concret sur ce vol. Alors j'ai pas poussé le vis jusqu'à mettre le RC Smoothing Auto Factor à 0, je l'ai gardé à 5 histoire d'en avoir un petit peu, et j'ai aussi passé le packet rate à 150 Hz histoire de bien mettre en évidence le phénomène. Donc là, juste si on regarde le temps qui s'écoule, l'intervalle qui s'écoule entre deux paquets, on va mettre une marque. Normalement on est à 150 Hz, donc ça devrait faire 7 millisecondes à peu près. Là voilà, on est à 0,6. Alors il faut que je prenne jusqu'au pic suivant, ici voilà, tac,
Voilà, on est à 7 millisecondes, donc on est bien sur un packet rate là de 150 Hz. Et ce qu'on constate, c'est qu'avec une faible valeur de RC Smoothing Autofactor, eh bien, les paliers, donc ces effets d'escalier, ils se retransmettent à notre consigne. Et la conséquence de ça, ça veut dire que le set point, hein, c'est ce qui part directement alimenter notre boucle PID. L'erreur sur laquelle travaille la boucle PID, elle se base sur le set point et sur la mesure du signal gyro. Donc si le set point est contaminé par ces paliers, ça va se répercuter sur le reste. D'ailleurs, on peut y jeter un coup d'œil hein, si on regarde dans le détail des PID, des PID sur le roll. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre erreur, elle est impactée, hein, forcément, en violet ici. On retrouve, on va se mettre en grand pour mieux voir, hein. On retrouve au niveau de notre erreur, ici, les petits soubresauts hein, qui sont liés à nos paliers. Les P, c'est pareil, sont contaminés, et du coup, les D également. Et du coup, si les P et les D sont contaminés, la somme des PID qui sert directement à piloter les moteurs, c'est pareil, va montrer le même effet. Et là, on voit en rouge, voilà, la somme des PID, on a ça en sortie. Et là, chaque petite bosse, hein, ça correspond exactement à nos paliers, en fait. Et d'ailleurs, si on pousse le vis jusqu'à aller voir ce qui se passe côté moteur, on va revenir, on va se mettre là, on va se mettre dans l'onglet moteur. Et au niveau des moteurs, eh ben, on retrouve encore une fois, hein, voilà, les petites bosses ici hein, qui correspondent en fait à nos paliers. Donc ça, vu que c'est très bref, ça se verra pas forcément au niveau du retour vidéo, ça se verra peut-être même pas forcément ou de manière infime au niveau du signal gyro. Par contre, c'est quand même des ordres qu'on envoie au moteur et du coup, ça va créer des micros ajustements, des micros soubresauts et ça fait un petit peu de chauffe moteur. Voilà, ça vous permet de voir concrètement l'importance d'avoir une consigne qui est relativement clean. Alors, si vous tenez vraiment à réduire cette valeur, j'éviterai perso quand même de descendre trop au-dessous des 15 ou des 20 pour garder une consigne relativement propre, mais idéal, hein, ce serait de faire des tests en fonction de votre lien radio pour trouver le meilleur compromis. Et on va prendre un petit peu d'avance sur l'épisode prochain, mais si vos moteurs ne sont vraiment pas chauds et que du coup ça vous dérange pas d'avoir ces petites modifications, libre à vous aussi de complètement désactiver le RC Smoothing tant qu'il n'y a pas d'effet négatif, soit visible dans le retour FPV ou dans l'enregistrement HD. On le disait il y a un instant, la boucle PID prend en entrée deux choses, le set point dont on vient de parler au travers du lien radio et la mesure du gyro. Donc c'est grâce à ces deux valeurs que le firmware va pouvoir calculer l'erreur à corriger grâce à la boucle PID. Or, vous n'êtes pas sans savoir que nos FC sont équipés de différents gyros dont le comportement par défaut n'est pas toujours le même, en particulier concernant le filtrage matériel interne aux différents gyros. Vous vous souvenez peut-être de la sortie du gyro BMI 270, hein, à l'époque il fallait mettre en place un filtrage spécifique pour ce gyro pour pas avoir de soucis dans Betaflight. Depuis, il y a eu de gros débats et beaucoup de tests menés au sein de la team Betaflight, hein. La discussion a été parfois tendue. Je vous laisserai jeter un œil à ce thread en particulier qui concernait justement la gestion des fameux BMI. La discussion est super intéressante, elle est super longue, hein. Il y a plus d'une centaine de commentaires. Et voilà, il y a deux camps qui s'opposent, à la fois sur la philosophie de Betaflight et sur la manière dont doivent être gérés les différents gyros dans Betaflight. C'est intéressant, des fois, voilà, des fois c'est un peu musclé, mais voilà, vraiment, si vous avez un peu de temps à perdre, je vous en recommande la lecture, mais voilà. Il y a des mesures, il y a des tests, il y a des graphes, il y a plein de choses. Ça vaut le détour. Je vous laisserai le lien en description sur la vidéo si vous voulez y jeter un coup d'œil. En attendant, pour résumer, au terme de ces échanges, il a été décidé d'activer par défaut le mode OSR4 du BMI 270 pour avoir un comportement similaire au MPU 6000 par défaut. Et c'est valable pour tous les gyros actuellement utilisés sur nos FC avec Betaflight. Et si vous regardez la documentation du MPU 6000, vous verrez que la fréquence de coupure interne du gyro est positionné à 256 Hz par défaut. C'est la même chose pour le MPU 6500 et c'est là-dessus que Betaflight est basé. Si on se penche maintenant sur le dernier gyro en date supporté dans Betaflight, c'est le ICM 42688P, on voit dans la documentation qu'il propose plusieurs modes d'anti-aliasing, dont un qui a une fréquence de coupure de 258 Hz. Et à côté, vous pouvez apercevoir comment il faut configurer les registres de ce gyro pour pouvoir activer cette fréquence de coupure par défaut dans le gyro. Comme on est curieux, on va aller jeter un petit coup d'œil au code de Betaflight, en particulier concernant les gyros 426XX. Donc si on descend, on va directement dans la partie d'initialisation du gyro.
Donc le 42605 il ne nous intéresse pas, on va prendre le 42688p. On voit que par défaut, dans le cas normal, il sélectionne l'anti-aliasing ici à 258 Hz. Et si on regarde à quoi ça correspond, là, hop, si on vient ici, et bien, la définition de ce truc-là, on retrouve ici donc les valeurs 6, 36, 10 qu'on avait, qui correspondent donc au registre de l'activation de cette fréquence de cutoff pour le gyro ICM42688p. Donc voilà, on peut voir que pour ce gyro, le ICM42688p, Betaflight active par défaut la fréquence de cutoff de 258 Hz, et ça correspond du coup quasiment à ce qu'on a pour le MPU 6000. Alors je ne vais pas passer en revue tous les gyros gérés par Betaflight, mais par exemple pour les ICM 20602 et 20689, le cutoff il est positionné à 250 Hz. Seuls les BMI sont un petit peu plus délicats parce que Bosch refuse de fournir les caractéristiques détaillées. Donc officieusement il était question d'un cutoff autour des 200 Hz, et d'après les mesures on serait plus proche des 300 Hz. Mais dans la pratique, quand le mode OSA 4 est activé, on constate bien un comportement identique au MPU 6000, tant au niveau de l'atténuation qu'au niveau du délai. Donc toutes les mesures et comparaisons sont disponibles dans la discussion dont je vous ai parlé juste avant de Plus de 100 messages, et dont le lien est sous la description de la vidéo. Bref, si je vous parle de tout ça, c'est pour clarifier un petit peu les choses. À une époque, il fallait appliquer un filtrage gyro spécifique, voire même carrément appliquer un preset de filtrage en fonction de votre gyro. Depuis plus de 2 ans maintenant, vous n'avez plus à vous en soucier. Tous les gyros se comportent de la même manière avec Betaflight, car ce dernier les configure pour activer le même niveau de filtrage interne. Alors peut-être qu'un jour un nouveau gyro ne permettant pas cet ajustement arrivera et ça relancera le débat, mais ce n'est pas d'actualité pour le moment. On y arrive enfin, notre build S1, notre lien radio est bien configuré et on peut enfin s'attaquer au filtrage. Pour info, la machine Cobaye ici c'est un Geno 5 pouces avec des moteurs de chez T-Motor F40 Pro 5 en 1950 kV, et la FC c'est une Foxeer F7 équipée d'un gyro MPU 6000, mais comme on vient de le voir, ça n'a pas spécialement d'importance. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il fonctionne à une fréquence de 8 kHz. Alors attention, n'appliquez surtout pas mes réglages sur votre machine, du moins attendez le prochain épisode pour avoir un peu plus de nuances. Cette vidéo, c'est avant tout de l'expérimentation pour vous montrer quelles pistes d'optimisation on peut explorer et jusqu'où on peut aller. J'ai poussé assez loin en sachant ce que je faisais et pour que vous n'ayez pas besoin de le faire, donc vraiment gardez ça en tête. Pour rappel, aujourd'hui, notre but va être d'optimiser au maximum le comportement du quad, donc on va chercher à réduire le filtrage pour en avoir le moins possible, évidemment sans induire de problématiques de vibration ou de surchauffe au niveau des moteurs. Donc on va réduire tant qu'on ne nuit pas au comportement du quad. Et comme toujours, à moins d'être vraiment sûr de soi, on teste les modifications une par une. Là, je vais aller assez vite en vous montrant directement jusqu'où je suis allé au niveau du filtrage. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au cas pratique qu'on avait vu dans l'épisode 1 de la série Au cœur du drone qui était dédié au filtrage. Comme d'habitude, le lien sera disponible dans la description et peut-être par ici s'il nous reste de la place. Avant de regarder la configuration en détail, on va partir de notre black box qui nous avait permis de vérifier l'état de santé de notre quad. Si on jette un coup d'œil au signal gyro non filtré sur tous les axes, vous verrez que ce quad est excessivement propre, et ça c'est indispensable pour la suite de nos expériences. On va le mettre en grand et je vais vous montrer. Donc ça c'est le signal gyro avant filtrage sur le roll. Là c'est non filtré sur le pitch et là c'est sur le yaw. Vous voyez vraiment, avant même le filtrage, il n'y avait rien, la machine elle est clean de chez clean. C'est une black box qui a duré une cinquantaine de secondes comme d'habitude. Il y a des coups, des petits coups de foule au long de la vidéo. C'est un vol de tune comme d'habitude. Et si on regarde, on va se remettre à 100, voilà. Ouais, vous voyez, il y a des coups de roll, il y a des coups de flip, il y a des coups de gaz. Donc voilà, c'est une vraie black box. J'ai pas triché, mais elle est, voilà, la machine est vraiment propre et c'est vraiment important de garder ça en tête. Alors, juste une petite remarque tant qu'on y est sur cette black box, le seul endroit où on voit qu'il y a un petit peu de bruit tôt, c'est éventuellement au niveau du pitch, autour des 200 Hz. C'est là où on voit qu'il y a un tout petit peu de bruit. Voilà. Je vous le dis juste parce que c'est un point de départ que j'utilise par la suite, mais c'est pas très important et effectivement il n'y a presque rien. On repasse maintenant sur Betaflight Configurator et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait au niveau du filtrage. Et alors je vais tout faire d'un coup évidemment, mais moi dans la pratique j'avais fait ça étape par étape. Donc concernant le slider pour le gyro, il n'y a pas besoin d'y toucher parce qu'on va tout couper, vous verrez tout à l'heure. Donc pour l'instant on s'en fout. Et concernant le slider sur le signal gyro qui alimente le diterme, on va le pousser à 1.3. Vous allez voir que ça modifie les valeurs qui sont ici, la valeur de cutoff qui était par défaut à 150. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais vu un tout petit peu de bruit, même s'il n'y en avait presque pas. Comment c'est autour des 200.
Donc voilà, le 1.3 va nous permettre de, voilà, garder une petite sécurité. Donc on réduit un peu le filtrage sur le dit terme ici. On va le mettre à 1.3 pour avoir un cutoff à 195, pour avoir donc un filtre passe-bas qui va commencer à nettoyer le bruit de fond à partir de 195 Hz. Ensuite, j'ai désactivé le filtre passe-bas sur le yaw parce que le signal yaw était nickel, donc il n'y avait pas besoin, donc je l'ai viré. Par défaut, le filtre gyro passe-bas est déjà coupé. Et par contre, on va maintenant s'intéresser au gyro passe-bas numéro 2. Sur ce quad, la fréquence de la boucle PID et du gyro sont identiques, donc à 8 kHz dans les deux cas. Et comme on l'a vu dans l'épisode sur le filtrage, et c'est d'ailleurs expliqué dans les tuning notes de Betaflight, je vous mettrai le lien sous la vidéo où je mettrai en superposition le petit laïus qui est intéressant. Dans cette situation, le firmware n'aura pas besoin de downsampler le signal gyro. On peut donc couper le filtre gyro LPF numéro 2 qui sert essentiellement à lisser un signal gyro qui présenterait un effet d'escalier après un sous-échantillonnage. Alors attention, encore une fois, c'est quelque chose que je peux me permettre parce que le quad est suffisamment propre et que j'ai pas de bruit à filtrer. Si au-delà de la considération de la fréquence, de la boucle PID et du gyro, j'avais du bruit, je conserverais évidemment ce filtre passe-bas. Donc pour l'instant, moi, j'en ai pas besoin. Mes fréquences sont identiques, donc je le vire. Concernant le filtre gyro RPM, alors là, visuellement, j'ai rien changé. Par contre, je vais quand même profiter de la nouvelle fonction de Betaflight 4.5 qui permet d'assigner un poids aux 3 harmoniques. Avant de faire quoi que ce soit, on va revenir un instant sur la black box. On va prendre la black box la partie la plus bruyante, c'était le pitch. On va se mettre ici sur la fréquence versus throttle. Et donc bon, alors là, il n'y a quasiment rien à filtrer parce que c'est clean, mais on va tricher, on va booster à mort comme si, on va faire comme s'il y avait vraiment beaucoup de bruit. Et la principale harmonique que va filtrer le filtre RPM, c'est cette diagonale-là qu'on voit, donc qui est liée à la montée du bruit des moteurs. Et on a une troisième harmonique qui se balade par ici, et une seconde pour le coup qui est quasiment invisible. Donc voilà, en gros, nous, dans la pratique sur cette machine, on n'a quasiment rien à filtrer. Donc on va fortement atténuer le poids de filtrage de ces différentes harmoniques. Du coup, on repasse sur Betaflight et on va passer sur la ligne de commande. Pour l'instant, déjà, je vais enregistrer donc, toutes les modifs que j'ai faites pour qu'on les retrouve tout à l'heure. On passe sur la ligne de commande et pour appliquer ces poids, on va utiliser la commande set rpm weight. Et là, on va donner la valeur de poids à nos 3 harmoniques. Donc la première, je la mets à 100 parce que c'est là où il y a quand même toute la vraie harmonique qui est filtrée, qui est réellement visible. Encore une fois, même si ça ne se voit pas trop sur ma machine, sur la plupart des machines en général, on le voit bien. La deuxième harmonique qui est pratiquement existante quand on est en tripale, je garde un petit 30% de poids. Et pour la troisième harmonique, qui est parfois un petit peu visible même en tripale, je garde un poids de 50%. Donc voilà, on va filtrer à 50% sur cette troisième harmonique. Donc on fait entrée et on fait save, comme d'habitude. Bon, et là, du coup, si on revient dans notre écran de filtrage, il n'y a rien qu'à changer, mais voilà, c'est quand même, on l'a entré dans le firmware. Si vous refaites afficher dans le CLI les infos, vous verrez que cette ligne a été sauvegardée. Et comme on l'a vu dans l'épisode sur le filtrage, le filtre RPM, c'est quand même un total de 36 notches qui travaille pour filtrer le signal. Donc là, mine de rien, on a quand même économisé 40% du filtrage. À ce stade, on est revenu sur notre blackbox qui a été faite en debug mode FFT-FREC pour tracer les informations concernant le filtre coupe-bande dynamique. Et je vais repasser dessus pour vous montrer. Et on va passer du coup dans le mode, dans le workspace debug ici pour avoir les informations concernant le debug mode. Donc c'est ici les informations qui concernent le filtre notch dynamique. Donc là on a la fréquence centrale de coupure du premier notch, celle du second notch et là du troisième notch. Moi pour l'instant je n'ai qu'un seul de configuré. Donc bon, je voyais que la fréquence du premier évoluer au fil du vol. Mais par contre, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce quatrième champ, le champ gyro predi notch, qui en fait nous donne le signal gyro avant qu'il rentre dans ce filtre notch dynamique. Et du coup, après qu'il soit passé dans les filtres passe-bas et dans le filtre RPM. Donc si on jette un coup d'œil à ça, eh bien on voit que avant même de rentrer dans le filtre notch dynamique, eh ben, il n'y a déjà plus rien à nettoyer. Le filtre RPM et les filtres passe-bas ont déjà fait le ménage. Et ça veut dire qu'on peut revenir sur Betaflight et pousser le vis jusqu'à désactiver le filtre coupe-bande dynamique, vu qu'on a vu qu'il faisait rien. Voilà. On coupe ça,
on sauvegarde. Et voilà notre filtrage final, hein. Donc autant dire qu'il n'y a quasiment plus rien, hein. Encore une fois, hein, si je peux me permettre ça, c'est parce que le quad était très clean au départ. Donc voilà, on voit à quel point on a limité le filtrage global. On a coupé le filtre passe-bas sur le yaw, on a un petit peu réduit le filtrage au niveau du signal gyro qui alimente le diterme. On a complètement coupé le filtrage gyro de base. On a réduit finalement de presque 50%. Il y a la nouvelle fonctionnalité qui permet d'assigner des poids aux différentes harmoniques du filtre gyro RPM. Et on a complètement désactivé le filtre coupe-bande dynamique. Et pendant les prochaines secondes, je vous montre un extrait du vol avec ce filtrage. Alors attention, pour le moment, les PID sont pas faits, donc c'est pour ça qu'il y a des petits rebonds. Le but principal ici, hein, c'est de vous montrer que malgré un filtrage anémique, le quad se comporte bien. On n'a pas de vibration énorme. On va maintenant passer sous P-Toolbox pendant une petite minute. Cet outil permet de faire des tonnes de choses, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mesurer le délai qui est ajouté par nos filtres. Et pour ça, on va comparer 4 vols différents pour avoir une idée de ce qu'on a réellement gagné. On va commencer par regarder le vol full stock ici. Et donc ce qui est intéressant, en haut à droite ici, je ne sais pas si vous le verrez bien, au pire je zoomerai hein, si besoin. Vous avez la durée compris les filtres gyro et la durée qu'a pris les filtres gyro qui alimentent le diterme. Donc avec le filtrage par défaut, les filtres gyro ont pris 2 millisecondes et les filtres diterme ont pris 2,4 millisecondes. Donc là ça nous fait un total de 4,4 millisecondes en config stock. Ensuite si on passe juste pour info à mon filtrage habituel, donc mon filtrage habituel il est quand même relativement réduit, mais contrairement à ce qu'on a fait là, j'ai gardé le LPF2 et j'ai quand même gardé le Dynamic Notch. Donc c'est juste pour se donner une idée, avec un filtrage quand même qui est déjà bien optimisé, jusqu'où on tombe. Donc avec mon filtrage classique, je suis à 1 milliseconde de filtre gyro. Et sur le diterme, je suis à 1,4 millisecondes. Donc ça fait un total de 2,4 millisecondes. Donc c'est déjà vachement bien comparé au filtre stock. On a pas mal gratté. Ensuite, on va regarder au niveau du tune final. Donc celui, alors c'est pas le tune final vu qu'il n'y a que les filtres. Mais donc ce que ça donne avec ce filtrage-là en termes de délai qui est ajouté. Donc au niveau du signal gyro, vu qu'on a coupé le LPF2 et qu'on a coupé le Dynamic Notch, et bien on voit qu'on tombe à 0,5 millisecondes sur ces premiers filtres, et sur le diterme on est à 1,6 millisecondes. Alors c'est un petit peu plus parce que oui, sur mon tune classique, le filtre diterme je le fais démarrer de plus haut. Peut-être que sur cette config j'aurais pu le pousser encore plus haut, mais bon, j'avais déjà tellement coupé tout le reste que j'ai préféré rester un petit peu prudent. En tout cas là on arrive sur un total de 2,1 millisecondes. Donc là c'est moins que 50% du filtrage original en full stock. Donc là c'est quand même un gain vraiment significatif. Et enfin j'ai pris un dernier cas où je suis resté là, sur le fameux tune final. Donc celui qu'on a vu juste avant, où on a quasiment tout coupé, sauf que là j'ai juste réactivé le LPF2 sur le gyro, mais je l'ai poussé au maximum à 1000 Hz pour voir combien ça rajoutait. Donc si on avait, par exemple si j'avais un gyro de type MPU 6000 ou ICM4288P qui tourne à 8 kHz, mais que j'avais une F4, donc j'étais obligé de faire du downsampling, du coup j'aurais dû mettre activer forcément le filtre gyro 2 ou le premier, peu importe. Et par contre j'aurais pas eu besoin de mettre une fréquence de cutoff basse. Donc, du coup pour limiter le filtrage, je regardais la fréquence de cutoff le plus haut possible, donc à 1000 Hz, et là ça augmenterait le filtrage de 0,25 millisecondes. Quand on était à 0,5, on est passé à 0,25 millisecondes. Donc ça nous montre juste combien ça coûte en termes de délai de rajouter ce LPF2. Donc finalement, en le coupant, on n'a pas gagné tant que ça non plus. Et de tout ça, on peut en déduire deux choses déjà assez intéressantes. Premièrement, nos optimisations ont fait plus que diviser par deux le délai comparé
au filtrage stock. Et le second point, c'est que entre notre filtrage ultra minimaliste et mon tune habituel, qui est quand même nettement plus tolérant, avec un LPF placé assez haut et un filtre notch dynamique qui est activé, l'écart de 0,3 millisecondes n'en vaut certainement pas la chandelle, mais on se garde la suite de ces réflexions pour le prochain épisode. Toujours dans l'idée de mesurer l'effet de la réduction du filtrage, si on vient à une de nos premières black box, donc avec le filtrage stock, hein, on voyait qu'entre le signal gyro non filtré et le signal gyro filtré, voilà, on avait cet écart là. Maintenant, si on garde la même échelle et qu'on prend un même cas avec le filtrage qui a été appliqué, eh bien on voit hein, que nos courbes de signal gyro non filtré et de signal gyro filtré se sont considérablement rapprochées. Hein. Elles sont quasiment l'une sur l'autre. Voilà, là c'est vraiment flagrant. Et on le visualise vraiment bien. Bref, résultat des courses, on a un filtrage réduit comme jamais et on insère un minimum de délai. Le but étant hein, d'avoir un feeling aussi connecté que possible, une meilleure activité et une meilleure gestion du pop wash. J'aurais certainement pu pousser encore un petit peu, notamment au niveau des filtres d'e-term, mais faut savoir dire stop. Au passage, pendant ces tests, mes moteurs étaient toujours tièdes, hein, pour pas dire froid, et on n'a fait aucun sacrifice sur la qualité de vol. Pour finir, je vous montre une black box d'un vol avec les filtres qu'on vient de voir. Donc, comme d'habitude, hein, il y en a pour une cinquantaine de secondes. On voit hein, qu'il y a des coups de foule. Si on passe dessus, hein, voilà, on voit vraiment qu'il y a bien eu des coups, des coups de gaz. On voit que on a eu nos petits rolls ici, nos coups de roll par ici. On voit qu'on a nos petits flips par la suite. Bref, voilà, c'est un vol significatif en tout cas. Comme d'habitude, hein, j'ai pas triché. Et si on regarde au niveau des informations, on voit bien que les filtres gyro ici étaient coupés, que on n'avait pas de notch statique, que le notch dynamique était coupé. On voit ici bon, le RPM il est à 3, on ne voit pas le détail des poids parce que bon, c'est pas géré dans cette version de Betaflight Explorer pour l'instant, de Black Box Explorer pardon. On voit qu'au final sur le D-term on commence bien à filtrer à 195 Hz et que le filtre IO est bien coupé. Voilà. Donc voilà, j'ai pas pipoté, c'est vraiment avec ça que j'ai volé et ça vole très bien. Et j'avais oublié de vous montrer la tête des signaux gyro avec ce filtrage, hein, c'était quand même le but du jeu. Donc côté du roll, si on regarde le signal gyro non filtré, voilà, donc c'est nickel, forcément après filtrage, hein, il n'y a toujours rien. Sur le pitch, alors sur le pitch là on a un petit peu plus de bruit, hein, ce que je vous avais dit, qui commence à se réveiller autour des 200 Hz. Et après filtrage, c'est nickel. Sur le yo, c'est pareil, un tout petit peu de bruit qui démarre à 200 Hz, hein, mais quasiment rien. Et après filtrage, c'est nickel. Voilà. Côté PID, on ne va pas s'éterniser, on fait comme d'habitude, on monte les dés autant que possible, on s'arrête quand ça commence à légèrement amplifier les vibrations. Ensuite, on monte l'épée jusqu'à avoir un arrêt du quad bien net sur les mouvements rapides de roll et de flip. Et si besoin, on ajuste les différences de comportement entre le pitch et le roll via les autres petits sliders d'ajustement au-dessus du slider multiplicateur mètre. J'ai pu pousser le slider DD jusqu'à 1.8 sans chauffe ni vibration problématique. Je me suis arrêté à 1.8 parce que c'est là que des micro-vibrations autour des 150 Hz sur le pitch commençaient à réapparaître un petit peu après filtrage. J'ai aligné ensuite le reste en montant le slider DP et DI, donc c'est le slider de suivi jusqu'à 1.7. En général, je préfère tuner en touchant uniquement les sliders ici et ne pas toucher au slider multiplicateur mètre. Comme ça, une fois que j'ai complètement terminé mon tuning à la fin, eh bien, j'ai de la marge des deux côtés du multiplicateur mètre pour pouvoir faire varier mon tune des deux côtés sans problème. À moins bien sûr d'être contraint au niveau des maximums de mes sliders là, je vais être obligé de pousser le mètre. Mais en général, j'en ai pas besoin, donc je me réserve vraiment le mettre juste pour faire de l'ajustement, pour pousser le tune ou le réduire a posteriori. Donc moi je préfère m'y prendre de cette façon, mais si vous préférez vous d'abord monter le slider mètre et ensuite finir les ajustements avec les sliders du haut, évidemment il n'y a pas de souci, hein, vous faites comme ça vous arrange. À la fin on devrait arriver sur les mêmes PID de toute façon. À cette étape, il est important de bien équilibrer les P et les D pour ne pas avoir d'overshoot, c'est-à-dire de dépassement de consignes qui seraient visibles sur les mouvements secs et rapides. Donc je vais vous montrer un exemple dans la black box, on va toujours rester sur notre cas de test du roll. Du coup là on est arrivé à un bon équilibre où l'on monte assez vite à la consigne avec des P assez élevés à plus de 70 et qui sont correctement amortis par des D autour de 55-60. On peut zoomer à 500%, voilà, comme tout à l'heure, pour
pour avoir voilà, un aperçu un peu plus zoomé. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce sont les P qui vont booster la réactivité de votre machine. Donc plus vos P et donc par extension vos D seront élevés, et alors plus votre machine sera réactive et gérera bien les cas de prop wash. Et en général, ce sont les D qui sont le facteur limitant parce qu'ils ont tendance à amplifier les vibrations. Les I, quant à eux, sont un petit peu à part. On y reviendra un peu plus en détail dans le 3e épisode. Leur rôle, en gros, ça va être d'empêcher votre machine de dériver à cause de facteurs externes comme du vent quand la consigne change lentement. Donc par défaut, dans Betaflight, les I suivent les P et les valeurs sont plutôt cohérentes quand on bouge le slider de suivi, donc qui correspond au P et au I. Si vous remarquez quand même un petit peu de dérive lorsque vous laissez retomber votre quad, vous pouvez quand même essayer d'augmenter un petit peu les I. On peut prendre quelques secondes pour comparer une black box faite avec nos nouveaux PID avec une black box avec les PID stock. Donc là, c'est la black box avec les nouveaux PID. Donc on voit qu'on est autour de 2,70 ici, alors que la black box en stock, on est plutôt avec des P autour de 40 ou 50. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'avec les nouveaux PID, bon, on atteint la consigne relativement rapidement par ici, alors qu'avec les PID stock, bon, ça met un peu plus de temps à arriver. Bon, voilà. Je me serais attendu peut-être qu'on gagne un peu plus en termes de tracking, qu'on soit plus proche du set point. Alors effectivement, on est un peu plus proche quand même. On est un peu plus proche, mais c'est pas phénoménal. On va prendre un peu de recul pour voir ce que ça donne à 200%, pour voir le mouvement entier. Hop, des deux côtés. Donc ici, alors effectivement, on atteint la consigne relativement rapidement. On a même un micro-dépassement qui sera invisible, hein, qui est négligeable. Et en stock, effectivement, on met un peu plus de temps à atteindre la consigne. C'est pas mal, hein, mais je me serais attendu à quelque chose d'encore plus radical ici. Peut-être qu'on atteigne la consigne un peu plus rapidement. Bon, en même temps, c'est pas plus mal de toute façon. Faut qu'on en garde sous le coude pour la partie suivante. Et justement, il est temps de se pencher sur le feed forward. Donc cette fonctionnalité est présente dans Betaflight depuis très longtemps, mais elle est souvent sous-estimée, elle est même parfois crainte. Pourtant, elle est redoutable d'efficacité. Dans Betaflight, le feed forward agit carrément comme un 4e terme, en plus des P, des I et des D. Donc contrairement aux PID qui vont travailler sur l'erreur, donc la différence entre la consigne et la mesure du gyro, le feed forward, lui, va se concentrer uniquement sur les mouvements de nos sticks. En fait, le feed forward, il essaie de deviner le futur pour mieux l'anticiper. Le challenge pour un firmware et un tune, hein, c'est d'avoir le meilleur tracking possible de nos sticks, et ça passe donc par une réduction maximale du délai entre l'action sur un stick et l'effet que ça a sur le quad. Donc ce que va faire le feed forward, c'est qu'il détecte les mouvements de nos sticks, et dès qu'il détecte un début de mouvement très rapide, il va instantanément booster l'épée pour faire réagir le système encore plus rapidement que prévu pour coller le plus efficacement possible à la consigne. Cette fonctionnalité est extrêmement efficace, d'ailleurs avec des valeurs de feed-forward assez hautes. Il arrive même parfois que le feed-forward compense tellement qu'il fasse prendre de l'avance au quad par rapport au mouvement qu'on demande avec nos sticks. Alors c'est évidemment pas ce qu'on veut, mais c'est juste pour illustrer à quel point cette fonctionnalité peut être efficace. Et c'est d'ailleurs grâce au feed-forward que Betaflight permet un meilleur tracking que tous les autres firmware. On va passer rapidement sur la black box pour être un peu plus concret. Donc généralement, c'est vrai que j'avais tendance à utiliser moi des valeurs de feed-forward plutôt autour de 100, 120, et vous voyez, hein, c'est ce que j'ai sur cette black box là, donc 120, 112, 120. Et vous voyez ce que ça donne en termes de tracking de mes sticks. Donc voilà, j'ai quand même ce petit décalage, cette petite latence entre le set point et le signal gyro. Moi, ce que j'ai fait dans mon tune, c'est que progressivement, j'ai monté le feed-forward étape par étape, et je l'ai monté finalement jusqu'à un petit peu plus de 200. Donc le slider de réponse des sticks, je l'ai poussé à 1,8, et vous allez voir l'effet que ça a au niveau du tracking, c'est absolument radical. Donc là, je suis autour de 220 de feed-forward. Si je le passe à 1,8, donc autour de 200, à plus de 200, alors vous voyez, le tracking, il est hallucinant. J'ai quasiment plus de retard entre mon set point et ce que fait mon gyro. Donc c'est vraiment pour vous montrer ce que est capable de faire le feed forward. C'est complètement dingue, hein. Il annihile quasiment la latence entre les sticks et ce que fait votre quad. Tout simplement, vraiment, dès qu'il détecte un début de mouvement rapide, il arrive à anticiper. Alors si on le met vraiment trop fort, effectivement, il va carrément prendre de l'avance, il va faire de la merde. Mais si on trouve le bon niveau, le bon compromis, la fonctionnalité est ultra efficace. Et si on regarde ici les valeurs que j'ai,
Donc là je suis entre 200 et 216. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment super efficace. Alors je vais dézoomer un peu pour qu'on voit d'un peu plus loin, vous allez voir. Donc en vue normale, hein, c'est encore plus impressionnant. Bon, on va se mettre autour de 200 comme ça. Oui, là, là, le signal gyro, il est quasiment mixé avec la consigne. Donc ça, c'est vraiment top. Donc ça, c'est vrai pour la montée. Par contre, vous allez me dire, ouais, mais sur le retour, c'est pas le cas. Il y a toujours un décalage. Et ça, c'est vrai. Malheureusement, il y a des choses auxquelles on ne peut pas grand-chose si on revient voilà, sur toutes les courbes. Ben, si vous regardez sur l'arrêt du mouvement, quand on arrête le mouvement donc de manière aussi nette que possible, bien vous remarquerez que les moteurs saturent, tout simplement parce que c'est assez difficile d'arrêter le quad de manière super nette. Hein. Il a toute une inertie qu'on lui a donnée avec toute l'accélération au-dessus. Donc là, là on peut rien faire. De toute façon, nos moteurs ils tournent à fond pour arrêter la rotation du quad. Donc bon, ça par contre, on n'arrive pas à l'anticiper. Bon, on va pas se plaindre, hein. C'est déjà pas mal d'avoir gratté sur la montée. On va prendre une petite minute pour s'intéresser au fonctionnement du feed-forward et aux précautions qu'il faut garder à l'esprit. Du coup, le feed-forward, il se comporte un petit peu comme le font les dés. Donc les dés surveillent le taux de variation ou la vitesse de variation de l'erreur au fil du temps. Le feed-forward, pour sa part, il va surveiller la vitesse de déplacement des sticks. Et de la même façon que les dés vont avoir tendance à amplifier les vibrations, le feed-forward va amplifier les imperfections de votre signal radio. Ces imperfections, c'est ce qu'on appelle le jitter. Concrètement, ce sont des petits sursauts qui peuvent apparaître dans votre ligne radio et qui sont interprétés comme des débuts de mouvements rapides. Et ça, forcément, ça va foutre la zone dans le fonctionnement du feed-forward. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bien insisté dans la vidéo précédente sur l'importance d'appliquer le preset adapté à votre lien radio. Ces presets, en fait, ils vont configurer ici la partie concernant le feed-forward pour vous éviter d'avoir des problèmes justement quand vous allez l'activer. Et si vous constatez des comportements anormaux alors que vous avez des valeurs de feed-forward qui ne sont pas excessives, hein, il y a de fortes chances que vous ayez oublié d'appliquer le preset ou qu'il y ait un souci à ce niveau-là. Du coup, je vous invite à tester différentes valeurs de feed-forward en ajustant ici le slider de réponse des sticks. Voilà. Et vous le montez en tant que vous ne constatez pas de comportement anormal ou gênant. Peut-être qu'on dédiera un épisode au feed-forward et à son réglage détaillé. Pour le moment, on va se contenter du slider de réponse des sticks, c'est déjà largement suffisant. Donc prenez le temps pour tester, hein. Le gain en réactivité, il peut être un petit peu déroutant au début, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Je vous laisse avec un aperçu d'un vol de test avec notre tune actuelle, donc avec un filtrage réduit au maximum. Au minimum, en tout cas très peu de filtrage, avec des PID qui sont bien poussés et avec un feed-forward autour de 200. C'est parti. Au niveau des sticks, hein, le feeling était super agréable. C'était réactif, c'était précis. Enfin, vraiment, c'était un bonheur de voler ce camion. Voilà. Alors en fin de vidéo, hein, je vous mettrai peut-être un petit vol freestyle si j'ai un truc avec ce tune qui est pas trop dégueulasse. Ça sera un petit peu plus sexy que tous les vols de test là qu'on voit depuis tout à l'heure. On va maintenant passer en revue quelques fonctionnalités moins importantes mais qui restent intéressantes à connaître. Alors, on va passer sous Betaflight, comme ça on visualisera en même temps. La première, c'est l'antigravité ici. Donc ça, lorsque vous mettez un full gaz vertical et que vous lâchez brusquement les gaz, assurez-vous que pendant tout le mouvement, le quad conserve la même inclinaison, donc qu'il monte bien à plat. Et quand vous lâchez, si vous remarquez, par exemple, vous montez à fond, et quand vous lâchez, vous remarquez que son nez, il fait comme ça, ça veut dire que vous manquez peut-être un petit peu d'anti-gravity, donc vous pourrez ici monter un petit peu le gain de l'anti-gravity. En général, hein, la valeur par défaut, elle est pas mal. Ça permet en général de garder le nez du quad bien droit sur les foules et même en lâchant les gaz. Le point suivant qui va nous intéresser, c'est le TPA. Donc lui, il va permettre d'atténuer les D et éventuellement les P. Donc si vous sélectionnez l'option ici, P et D en fonction du niveau de vos gaz. Alors ici, plusieurs stratégies possibles. Soit on laisse l'atténuation par défaut qui commence à réduire les D à partir de 35% des gaz. Donc ça permet d'avoir des D très élevés par défaut sans que ça pose de problème lors de la montée des gaz.
On peut aussi décider de commencer très tardivement à atténuer pour avoir des dés qui sont le plus stable possible sur une grosse partie des gaz. On peut aussi faire un compromis en démarrant l'atténuation après 60 ou 65% des gaz par exemple. Et dans certains cas, on peut choisir donc d'atténuer également l'épée en plus des dés, notamment si on rencontre des soucis d'oscillation au milieu des gaz. Ce sont ce qu'on appelle les fameuses MTO, les Mid-Throttle Oscillations. Juste de préférence, faites votre choix avant de commencer à tuner, vu que ça va évidemment influer sur vos dés et éventuellement sur vos P si vous avez activé ici le mode P et D. Enfin, le Dynamic Idle, donc le ralenti dynamique en français ici, il va jouer plusieurs rôles. En le montant, on va augmenter la vitesse du ralenti moteur, ça aura pour effet d'augmenter la stabilité du quad, d'améliorer la gestion du prop wash et aussi de diminuer les risques de desync. Par contre, ça va limiter le hang time qu'on aura la tête en bas, mais ça on y reviendra également dans la vidéo de la semaine prochaine. Pour le moment, je n'aborde pas le cas de l'Ithermolax et en particulier de sa fréquence de coupure. C'est important, mais il aura davantage sa place dans le prochain épisode, de même que d'autres fonctionnalités. On arrive à la fin de ce second épisode dédié au tuning. Alors je le redis, pour ceux qui auraient fait de l'avance rapide, il s'agissait d'un épisode d'expérimentation. Je vous déconseille au plus haut point d'appliquer le filtrage que je vous ai présenté aujourd'hui sur vos machines. La démarche était pédagogique pour montrer les axes d'optimisation en les poussant dans leurs limites. On a vu dans quelle mesure on pouvait pousser le tune d'une machine en jouant essentiellement sur le filtrage, les PID et le feed-forward dans le but de coller le plus possible au mouvement des sticks. Et c'est justement cette optimisation qui participe au fait d'avoir un quad au feeling connecté. Si on a vu que le filtrage et les PID sont directement responsables de la qualité de vol de la machine, donc absence de vibration, de dépassement et de prop wash, c'est finalement le feed-forward qui a eu le plus d'effet sur la réactivité du quad et ce de très loin. Il y a évidemment toujours moyen de pousser encore plus loin et d'affiner en jouant sur d'autres paramètres, mais ce petit jeu est sans fin et je pense qu'on a quand même passé en revue les principaux leviers d'optimisation et qu'on est déjà allé bien au-delà du raisonnable. On a aussi remarqué, notamment au niveau du filtrage, qu'en le réduisant au minimum, on arrive à diviser le délai par deux comparé au filtrage stock, le gain étant de l'ordre de 2 millisecondes. Alors c'est déjà pas mal, mais c'est pas transcendant non plus. Encore plus intéressant, revenir à un tune plus raisonnable avec un filtre d'âge dynamique et un filtre passe-bas sur le gyro qui est placé assez haut, ça a un impact qui est assez négligeable sur le délai pour une sécurité supplémentaire qui elle est beaucoup plus significative. Dit autrement, mettre en danger son matos pour gagner 0,3 millisecondes de délai au niveau du filtrage, ça n'a pas vraiment de sens, mais les compromis, ce sera pour la semaine prochaine. L'approche d'aujourd'hui était bête et méchante, on a cherché à obtenir le meilleur tracking possible, on était sur la performance pure sans pour autant négliger la qualité de vol. Mais un bon tune, ce n'est pas seulement un tune qui produira les meilleures performances, évidemment c'est très important, mais un bon tune c'est aussi celui qui répondra à vos besoins en termes d'autolérance et de feeling par exemple. La semaine prochaine, on discutera de la composante plus subjective de ce qui fait un bon tune justement. Comme toujours, si ça vous a plu, merci de nous laisser un petit pouce vers le haut et même un petit commentaire, ça entretient notre motivation. Et bien sûr, pensez à vous abonner en activant la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. A bientôt, c'était Jérôme pour We Are FPV.